Il est temps d'accueillir notre premier invité politique pour ce soir, le député européen et candidat de la France Insoumise. Il est candidat évidemment à l'Élysée et c'est l'homme en forme du moment. Il a largement dépassé Benoît Hamon dans les enquêtes d'opinion et talonne même désormais François Fillon. Il vient à nouveau donc défendre sa vision de la France Insoumise. Voici l'homme qui monte, Jean-Luc Mélenchon. Oh là là. Bienvenue. Quel accueil! Ah non, mais... J'ai l'impression d'être dans un meeting. Hein. Alors, franchement, on sent la différence. La dernière fois, vous étiez à 11%, c'était à peu près la moitié de ça. Là, d'un seul coup, 17, 18, au moment où je vous Mais parle. c'est pour vous faire plaisir. Je suis reparti tout penaud. J'étais venu, vous m'avez dit au moins 10 fois, comment ça se fait, vous faites que 11%? Je me suis dit, mais c'est vrai, comment ça se fait? Je fais que 11%. Allez, on va en mettre un bon coup. Merci. Merci. Je suis content d'avoir participé. Et... plus que content, monsieur Mélenchon, je suis fier même d'avoir participé à cette prise de conscience qu'il fallait vous bouger le cul. Et donc... Je vous garantis que c'est pas ça que j'ai bougé. C'est là que ça se passe. Bon, en tout cas, franchement, ça va, vous marchez sur l'eau en ce moment, Jean-Luc Mélenchon. Il paraît, pas moi, non. Moi, je suis prudent. Et trop laïque aussi pour marcher sur l'eau. Ah, c'est vrai que... Ou pas assez bon en ski nautique. C'est vrai que le coup des religions face à Marine Le Pen sur le débat de lundi dernier, ça, c'était pas mal. Oui, parce qu'à la fin, ça finit par être saoulant, quoi. J'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, parce qu'il y a les gens autour de moi, je ne vais pas raconter d'histoire, y compris dans ma famille, des gens qui ont la foi, qui sont pratiquants, et moi, je n'ai pas d'avis sur ce sujet, sinon que je les respecte. Mais là, ça faisait trop, quoi. Les crèches, enfin, au début, j'ai même pas compris ce qu'elle disait. Vous avez bien compris que vous n'aviez pas pas compris. Je compris. croyais qu'elle parlait des crèches pour les gosses, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Non, c'est la crèche pour le petit Jésus. Mais oui, à la fin, je lui ai dit, mais vous voulez pas mettre les urgences dans la Constitution pendant que vous y êtes? Et puis en route, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et après, j'ai compris qu'elle voulait mettre les crèches dans la Constitution. Là, je crois que vraiment, bon, alors j'ai répondu que beaucoup de Français, mais ce que je voulais dire, c'est beaucoup n'ont pas de religion, en tout cas n'en professent pas. Je lui interdis de dire ce que moi je crois ou ne crois pas, parce que tant que je serai élu des Français, je représente tout le monde. Mais surtout, y compris les gens qui ont la foi, qui pratiquent, ils n'ont pas envie qu'on les prenne comme ça, qu'on les accapare pour les... Non, ils pratiquent dans le secret de leur cœur, dans leur famille, pour eux-mêmes. Ils ne demandent pas à devenir des objets politiques. De ce point de vue, 2 siècles de victoire de la Révolution et de la République a créé un consentement entre nous, même si on n'est pas du même avis politique. Néanmoins, on sent les choses comme ça. La foi, c'est une affaire privée, c'est pas un sujet politique. Revenons quand même sur Oui. voilà, votre bonheur du moment, ce fait de monter dans les sondages. Alors c'est vrai que quand on est un peu faible dans les sondages ou quand on ne décolle pas, on a tendance à dire « Oh, mais vous savez, les sondages, je n'y crois pas ». Là, en ce moment, vous y croyez aux sondages? Je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que quand j'ouvre le journal, il m'arrive, par distraction sans doute, mais allez savoir pourquoi, je vais voir l'horoscope. Alors, s'il est bon, j'y crois. Ouais. S'il n'est pas bon, je me dis, mais c'est des bêtises, allons, ça va m'influencer. Bon. Je vous l'ai dit la dernière fois. Hein, pardon, c'est une nouvelle religion. Le sondage. Oui. Ouais, vous avez raison, moi je serais pour qu'il n'y en ait pas. Parce que ça fausse tout. Ça donne une impression que la partie est jouée. Les gens ne se déterminent plus d'après leurs idées, mais d'après une espèce de petit jeu, vous savez, qui va être à tel... Je vous l'ai dit la dernière fois, vous Mais rappelez ? c'était ma question. Aucun combat ne vaut la peine d'être mené si on se repère dans les sondages, parce qu'ils sont tous perdus d'avant. Et aujourd'hui, on me dit, vous marchez sur l'eau et tout, mais attendez, il y a une erreur. Mon sujet, c'est pas de marcher sur l'eau, c'est de gagner l'élection. Je ne suis pas là pour témoigner, si vous voulez. Je me bats pour gagner. Alors, si j'y arrive, eh bien...
On fera ce qui est prévu. Si je n'y arrive pas, je m'inclinerai devant la décision du peuple et je me dis heureux de vivre dans une grande démocratie. Voilà. Hein. Pour y arriver, vous allez... C'est l'inverse que j'ai posé comme question il y a quelques semaines, puisque c'est M. Hamon qui était devant vous, vous derrière. Maintenant, c'est l'inverse. Est-ce que vous allez demander à M. Hamon de se désister en votre faveur, de lui dire, dis donc, est-ce qu'on ne peut pas finalement passer ce cap des 20% et être au deuxième tour ensemble? Mais ce sera vous, forcément, le candidat, puisque vous êtes devant lui maintenant. Bon, il va de soi que s'il le faisait, ce serait une très grande nouvelle. Et que je ne dirais pas non, évidemment, vous le devinez. Mais moi, je ne veux pas exercer sur lui une pression qu'au demeurant, je n'avais pas supportée sur moi. Il mène son combat, il le fait courageusement, avec des gens absolument répugnants, qui lui font le supplice chinois de l'abandonner un après l'autre, jour après jour. Des gens qui sont totalement déloyaux, mais qui me donnent raison a posteriori. Vous pensez à Manuel Valls, à certains ministres du gouvernement? Moi, je n'ai pas voulu aller dans cette histoire en disant ça ne réglera rien, parce que les gens sont trop différents. On peut faire une primaire entre des gens qui sont séparés par des nuances ou des sensibilités. Là, c'est des projets différents. Et ils sont en train de le poignarder, et il n'y a que lui qui tient parole, parce que tous les autres... Là, le Parti socialiste est en quelque sorte comme un emballage, une apparence. Donc moi, ni je veux l'accabler, ni faire de pression sur lui. Je respecte son combat. Je me suis accordé avec lui sur le fait qu'il y aurait un pacte de non-agression. Je le respecterai jusqu'au bout. Je ne dirai pas un mot sur lui plus haut que l'autre. Et bien sûr, la seule chose que j'aurai à dire, c'est des choses pour le rassurer, éventuellement. Si vous permettez que j'évoque un sujet de fond à ce sujet. Il m'a entendu parler d'une conférence pour la sécurité en Europe, de l'Atlantique à l'Oural. J'allais vous poser la question après. Mais si vous voulez me la poser là, ça tombera bien. Allez-y. Oui, alors... Oui. Non, mais c'est une question intéressante. Regarde le type prudent. Tout à fait, bien sûr, Monsieur le Président. Non, c'est pas le style de... Non, lui, il mettrait son point d'honneur s'il avait affaire au président à être insolent. Mais vous aimez l'insolence. Vous avez non, c'est-à-dire la mienne, oui. Oui, celle des autres. Comme tout le monde. Alors, regarde. Vous avez fait, évidemment, vous avez parlé d'une conférence de sécurité de l'Atlantique à l'Oural pour organiser une sorte de négociation des frontières. Mais il y a quelque chose dans cette négociation qui m'échappe un peu. Parce que vous avez rajouté dans une petite vidéo que j'ai vue de vous, très intéressante au demeurant, il faut demander au peuple ce qu'ils en pensent. Mais vous imaginez bien qu'à cette conférence, Poutine et Trump vont se présenter peut-être, mais les peuples, ils ne vont pas se présenter, les peuples. Ce sont les représentants de ces peuples qui vont venir. Et vous imaginez bien que les Écossais et ceux qui représentent le Royaume-Uni, la Catalogne et ceux qui représentent l'Espagne ne vont pas être représentés de la même manière. Sans doute, mais je commence d'abord par le début de votre question. La vérité, c'est que les frontières sont en cause. C'est ça le problème, sinon on n'en parlait même pas. Elles le sont d'une manière terrible. Il y avait les vieux cas qu'on connaissait, Chypre qui n'est toujours pas réglé, ceux qui sont en train d'apparaître, la frontière entre l'Albanie et puis la Macédoine, de l'autre côté les Bulgares. On voit apparaître des tensions. Ça, on ne le sait pas, nous, en France, parce qu'on n'en parle pas, mais ceux qui suivent l'actualité internationale savent que ce sont des sujets. Auparavant, nous-mêmes, on a charcuté la Serbie pour faire le Kosovo. Donc il y a une ambiance en Europe, depuis la fin de l'Union soviétique, qui est à l'incertitude sur certaines frontières. Et puis il y a un énorme problème, c'est la Crimée. Alors, en cours de route, la Crimée est devenue une des républiques de la Fédération de Russie, mais ce n'est pas dans les accords internationaux, c'était pas ça la frontière. La frontière précédente incluait la Crimée dans l'Ukraine. On en pense qu'on en veut. Personnellement, je pense que c'est stupide. Mais c'est ça l'ordre international. Donc c'est à cause de ça qu'il y a une montée des tensions. Donc il y a deux solutions. Ou on prépare la guerre, ce que j'entends dire, hein. Alors on fait pression, ou on essaye d'organiser ce que pourrait être une sortie raisonnable. C'est à ça que moi j'essaye de réfléchir. Parce que je pense que l'autre chemin ne mène nulle part. Sinon à une escalade qui à un moment donné pourrait échapper à tout le monde. Alors nous avons installé, je dis nous, les Américains, avec l'accord du président français, ont installé des batteries antimissiles en Pologne. Au départ, c'était pour riposter à l'Iran, puis en cours de route, évidemment, on est venu quand même à la vérité. La vérité, c'est que 75% du dispositif de défense russe est mis en cause. Alors de l'autre côté, ils ont amené leurs missiles, et nous, on est les Français. Pas question qu'il y ait une guerre en Europe. Donc, il y a deux choix. Ou bien on laisse faire, ou bien on essaye de faire une proposition. C'est ma proposition, c'est
une conférence de sécurité. On a un cadre pour ça. Ça s'appelle l'Organisation de coopération pour la sécurité en Europe. Ça a été créé après les accords d'Helsinki. Qui va y participer? Parce que Alors, les peuples. Et pourquoi vous voulez rassurer Benoît Hamon là-dessus? Alors, parce que je veux lui dire, je n'ai pas l'intention, j'ai entendu dire, ma formule a été résumée. Mélenchon propose de rediscuter les frontières en Europe, ça va pas. J'ai jamais proposé une chose pareille. Je suis on dit en diplomatie que je suis plutôt mitterrando-gaulliste. Hein, bon. C'est comme ça. Bon. Pour la réelle politique. Eh bien, écoutez, déjà, la première chose et la chose essentielle qu'a fait François Mitterrand quand les deux Allemagnes se sont réunifiées, c'est de dire aux Allemands, nous on est d'accord, mais vous commencez par dire que vous êtes d'accord pour respecter la frontière Oder-Neisse qui est à l'Est, qui a déjà déclenché 2 guerres. Bon, ils ont bien été obligés de dire oui. Si on avait écouté François Mitterrand, eh bien, les Allemands n'auraient pas reconnu en 48 heures les Croates et les Slovènes, qui aussitôt ont commencé à ficher dehors les gens qui les dérangeaient. Bref. Je suis donc pour la stabilité, mais je demande à tout le monde de comprendre qu'il y a danger. Et nous sommes un grand pays, donc nous pouvons mettre une offre sur la table. Pas simplement rester là en disant on va s'armer jusqu'aux dents pour faire peur à Poutine, mais vous rigolez, vous lui faites pas peur, vous renforcez son point de vue, car son point de vue est entièrement bâti sur le rapport de force. Et à cette conférence, c'est Poutine qui sera là, ça ne sera pas son Oui. peuple. Ça, alors moi je pars du principe suivant, c'est de me dire, je pars du principe que tout le monde essaye d'éviter la guerre. Donc, si cet homme vient à cette conférence, il représente son pays, évidemment, il ne s'agit pas non plus d'aller chercher les gens comme ça, il vient, on va lui dire, écoutez, quel est votre problème? Parce que nous, la frontière de la Crimée, on ne peut pas accepter que tout d'un coup, un morceau de l'Europe change de pays comme ça. Donc, nous, ce qu'on vous demande, par exemple, on peut dire, nous, on met sur la table, nous voulons un référendum sous contrôle de l'Organisation des Nations Unies, pour être certain que les gens de Crimée ont bien... On va envoyer Maman et Antoine Gouy. Ben oui, mais pourquoi pas? Commission internationale. Écoutez, l'idée, c'est que... reconnais le Gondwana, là. Il y a deux principes qui sont à l'œuvre. L'intangibilité des frontières et le droit des peuples à disposer Il faudra d'eux-mêmes. convaincre M. Poutine de faire un référendum dans son pays à ce Oui. sujet. Alors, attendez, mais sur la table, on met d'autres choses. Lui, il va nous dire, écoutez, vous êtes bien gentils, vous, les gens, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De rapprocher la frontière de l'OTAN sans arrêt de mon pays. Donc vous vous engagez, vous retirez vos batteries antimissiles qui sont en Pologne. Alors nous, on va dire, bah oui, mais vous retirez les vôtres. Oui. Après, on dira, tel pays, il va nous dire, tel pays, on ne veut pas qu'il soit dans l'OTAN. Bon, d'accord, on l'avait déjà promis la dernière fois. Donc l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Donc les pays limitrophes de la Russie ne seront pas dans l'OTAN. Et on établit une zone de paix. Et si ça marche, comme ça avait marché pour Helsinki... Sentez que l'OTAN existe encore à ce moment-là. Hein. Si ça marche, je vous répondrai sur l'OTAN avec beaucoup de plaisir. Mais si ça marche, on peut passer à autre chose. Par exemple, on pourrait dire, nous proposons que l'Europe soit une zone dénucléarisée. Plus d'armes nucléaires. C'est énorme, hein? Mais pourquoi on ne le proposerait pas? Si tout le monde se sent en sécurité, à partir du moment où chacun se sent en sécurité, du coup, il ne se sent pas en nécessité de s'armer jusqu'aux dents pour faire face aux autres. Voilà ma vision des choses. Mais ça, pour faire ça, il faut que les Français soient crédibles. Il ne faut pas qu'on apparaisse comme les petits porteurs de sacoche des Américains, et c'est là que vient la question de notre sortie de l'OTAN, qui n'a pas de raison d'être en tant qu'organisation du traité de l'Atlantique Nord, alors qu'il n'y a plus d'URSS, qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie. Que fait cette organisation aujourd'hui, sinon créer des problèmes? En Europe, elle crée des problèmes, c'est tout ce qu'elle fait. Votre discours est intéressant, mais un peu paradoxal avec le fait que vous voulez réinstaurer le service militaire. C'est-à-dire que vous faites tout pour que la guerre n'ait pas lieu, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur par rapport à l'arme nucléaire, et en même temps, j'ai vu votre programme, réinstaurer un service national militaire et civil. Mais il y a Après, militaire. ce sera Vanessa. Oui, oui, il y a civil et militaire. Militaire. Bon. Est-ce que c'est pas Alors, paradoxal? je ne suis pas naïf non plus. Hein. Un pays doit aussi être capable de se défendre. Mais ma vision de la défense, c'est qu'elle est d'abord fondée sur la sécurité des frontières de la France. Donc le peuple français doit être en état de se défendre s'il était agressé. Le service militaire, c'est une participation humaine de haut niveau, parce que les jeunes Français sont instruits, cultivés, et que donc ça donne une capacité de défense de haut niveau intellectuel. Et c'est de la défense moderne, c'est-à-dire y compris de la défense, comme on dit, non létale, hein, non mortelle. C'est protéger les cheminements, c'est assurer la sécurité de certains sites. Par exemple, on peut dire les centrales nucléaires, j'aime pas trop évoquer ça, mais des sites, on va dire, que le peuple français est en état de protéger quoi qu'il arrive. Et c'est de cette façon que nous montrons à la fois que nous sommes un peuple pacifique, mais en même temps pas naïf. Est-ce que si l'Europe n'existe pas, c'est parce que justement Et les Vanessa, Français après. veulent défendre nucléairement que leur territoire et non pas le territoire des voisins qui font partie de l'Europe? Est-ce que c'est pas ce manque de fédéralisation européenne, Peut-être. ce niveau-là, qui pose un problème? Mais monsieur Max, admettons, je ne suis pas éloigné de ce que vous dites, mais pour qu'il y ait une défense commune, il faut qu'il y ait quelque chose de très grand en commun, c'est-à-dire un Parlement et un peuple. Une Europe fédérale. Ça pourrait être une Europe fédérale, mais ce n'est pas à l'ordre du jour dans les conditions actuelles, et ce serait une catastrophe de le proposer à cet instant.
Mais néanmoins, je veux dire, pour vous répondre sans tourner autour du pot, je ne suis pas d'accord pour que la dissuasion nucléaire française soit mise au service des 28 pays de l'Europe. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est se faire embarquer dans des histoires dont les Français n'ont pas idée. Il y a les conflits que les Russes ont avec leurs voisins, il y en a qui durent depuis 1000 ans. Donc il ne peut pas être question d'être à la merci d'une provocation ici ou là, d'un côté ou de l'autre, et que les Français se trouvent embarqués, puis après on vous dira « Mais dites donc, monsieur Mélenchon, c'est vous tout seul qui allez décider de ça? Si vous êtes le président de la République, bah oui, c'est moi tout seul. C'est pas vous, on ne fera pas une assemblée générale pour décider si on passe, que je l'espère n'avoir jamais à faire, et ça n'aura pas lieu, à la dissuasion nucléaire. Mais, monsieur Max, entendez-moi bien, il faut protéger. Je suis anti-nucléaire, je suis pour les conférences de désarmement. Mais il faut à tout prix que nous gardions pour nous l'argument d'après lequel les Français ne se laisseront jamais faire et qu'ils ne veulent pas de guerre sur le vieux continent. Ni une petite, ni une moyenne, ni une grande. Mais même des petites, on n'en veut pas. Sophie Davant. Vanessa, deux blondes et je m'y perds. Vanessa Burgraff. Eh ben alors... Enfin, voilà, c'est ça. Les blondes me font tourner la tête. Sur l'Europe, parce que plus on approche... C'est une blague, non? Non, oui. Ah bon? Rassurez-vous. On se voit toujours après. À Marine Sur Pardon, l'Europe, Excusez-moi, madame. je vous en prie. Et sur l'Europe, plus on approche du scrutin, plus j'ai le sentiment que les sujets qui ne font pas consensus, les candidats mettent un peu d'eau dans leur vin. Je voudrais qu'on reparle, si vous voulez bien, un moment de l'Europe avec vos deux plans. Le plan A, c'est la renégociation pour sortir des traités européens de l'austérité. Et le plan B, on est bien d'accord, si vous n'arrivez pas à renégocier ces traités, on sort de l'Union européenne et on sort de l'euro. Vous nous le dites ce soir, oui, si je n'arrive pas à renégocier, on sortira de l'euro. Oui. Oui. Ça s'appelle la dissuasion, ça, madame. C'est comme si vous me demandiez il y a un instant, monsieur Mélenchon, si la France est attaquée militairement, est-ce que vous utiliserez la dissuasion? Réponse, oui. Si je ne vous dis pas oui, il n'y a pas de dissuasion. Oui. Si je ne vous dis pas oui pour le plan B, il n'y a pas de plan B. Et s'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan A. Parce que les gens diront, parle toujours Mélenchon, dans 5 minutes, il faudra bien que tu fasses comme les autres, c'est là qu'on signe. Bon, donc je ne signerai pas. Je veux qu'on sorte des traités. Mais madame, je ne veux pas biaiser avec votre question. La réponse est oui. C'est-à-dire que, ou bien nos partenaires, car ce sont des partenaires, pas des ennemis. Donc on peut parler avec eux. Et pour l'instant, aucun président français n'a pris le temps de dire à madame Merkel pour quelles raisons les Français ne peuvent plus accepter ces traités européens. Pas par idéologie, mais parce qu'ils contiennent des principes économiques et des normes, comme le refus de l'harmonisation sociale ou fiscale, qui permet à ce bandit de Juncker de piller le reste de l'Europe avec son pays, le Luxembourg, ou à d'autres de refuser toute harmonisation sociale, dans des conditions telles que nos économies sont en train d'être détruites. Donc nous allons commencer par dire, écoutez, ça ne nous va pas, et on vous dit pourquoi. C'est la première fois qu'ils l'entendront. Et on va avoir des pays qui vont dire comme nous, parce que si vous croyez... Quel pays? Alors c'est ça qui m'intéresse, quel pays? Parce que vous misez beaucoup sur les pays du Sud, de l'Europe du Sud. Aujourd'hui, l'Espagne de Rajoy, c'est un pays qui est à droite. En Italie, Gentiloni est plutôt du côté de Renzi, donc plutôt un social-démocrate. Avec quel pays on va faire ce partenariat? Avec le Portugal, qui ne pèse pas grand-chose en Europe? Avec la Grèce, qui ne pèse plus grand-chose? Avec qui? Quels vont être vos alliés? On le fera avec ceux qui le voudront. Mais je crois que vous avez une vision des choses qui ne tient pas assez compte du fait que, quelle que soit la nature politique d'un gouvernement, il y a aussi des intérêts qui le surplombent, qui sont ceux du pays qu'il gouverne. Aujourd'hui, ni les Espagnols, ni les Portugais ne peuvent trouver leur compte au traité européen, ni les Italiens. Je ne dis pas le capital espagnol ou portugais. Mais ils n'ont pas voté, pardonnez-moi, ils n'ont pas voté pour des partis d'extrême gauche. Non, pour sortir. Donc la preuve, c'est que les peuples, qu'est-ce que vous appelez un parti d'extrême gauche? Parce qu'avec vous, ça va vite. Hein. Alors, on est vite à l'extrême gauche. Non, on est vite à l'extrême gauche. Podemos, Podemos, par exemple, est un parti. Podemos, c'est un parti d'extrême gauche. Non, mais bon, dans votre classement, d'accord. Alors, dans mon classement, on va dire que c'est un parti d'extrême gauche. Et vous, Bayrou est l'extrême gauche pour vous. Il n'a pas remporté les élections, mais il n'a pas. Revenons, si vous voulez bien, il n'a pas remporté les élections. Donc, vous dites les peuples suivent. Or, les peuples d'Europe du Sud n'ont pas voté pour ces partis-là. Alors, quel vote? On pourrait analyser chaque vote. Vos alliés. Moi, je voudrais savoir avec quel pays. Je vais vous donner un exemple, madame. Comptez vos alliés. Je vous dis qu'il y a des situations où chacun réfléchit différemment. Les Italiens sont en train de se faire saigner par le même dispositif qui nous saigne nous. Monsieur Rajoy, tout de droite qu'il est, tout corrompu qu'il est. En Espagne. Il est le Premier ministre d'un pays qui est à la ramasse.
et qui souffrent affreusement. Ne croyez pas que la situation se soit calmée là-bas. Hein. Ça va Bon. mieux. Oh, Jean-Luc Mélenchon, on va quand même... Non, madame. Alors, si on passe de 25% de taux de chômage en Espagne à 18%, il y a quand même une baisse de 7 points de... Bon, je ne vais pas vous commenter la politique de l'Espagne, que je connais bien, car je suis en relation très étroite avec mes amis là-bas. Mais regardez ce que je vais vous donner comme exemple. Lorsque j'étais ministre de l'enseignement professionnel, certes, ce n'était pas un sujet central, l'enseignement professionnel, tout le monde s'en fout, sauf ceux qui sont dans la moitié de la... Hélas, vous avez raison. C'est un des gros problèmes de la France. Mais bien sûr. En tout cas, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que quand je faisais des propositions, j'étais un Français de gauche, pour eux, d'extrême gauche, parce que Lionel Jospin, pour eux, c'était le communisme à peine masqué. Hein. Bon, eh bien, lorsque je faisais des propositions qui, par exemple, étaient d'avoir des diplômes communs avec le même contenu dans toute l'Europe, c'était une révolution. Vous savez-vous qui m'a aidé? La ministre anglaise, qui était une travailliste, qui avait fait exactement le contraire jusque-là. La ministre italienne. Alors elle était non seulement elle était de droite, mais honnêtement, elle était même un peu plus que de droite. Hein. L'espagnol était de mon côté, il était de droite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'on avait fait une concession, c'est que l'intérêt de nos pays allait dans le même sens. Quand vous discutez de pays à pays, vous ne venez pas demander aux gens d'adhérer à vos idées, ce serait absurde. Vous traitez des États, et les États ont des intérêts. Et les intérêts de ces États, on essaye de les faire coïncider. Moi, je ne renonce pas à l'idée d'arriver à convaincre les Tchèques. Je ne renonce pas à l'idée d'arriver à m'accorder avec les Polonais, avec qui je n'ai strictement rien à voir. Est-ce que vous ferez un référendum pour la sortie de l'euro? Alors, là, Est-ce que vous merci ferez un de me poser référendum cette question parce qu'elle est très importante. Quoi qu'il arrive, à la fin, on décidera par référendum. Et si vous C'est-à-dire, perdez? je reviens et je dis, voilà les gens, voilà ce que je ramène à la maison. Qu'est-ce que je fais? Je signe ou je signe pas? S'ils me disent, tu signes pas, je signe pas. Et à ce moment-là, plan B. Et vous S'ils me partez? disent, tu signes, je signe. Et si vous perdez ce référendum, Marine Le Pen avait dit qu'elle ferait également un référendum pour la sortie de l'euro. Elle a dit, si je perds ce référendum, je pars. Est-ce que ça sera votre cas aussi? Je ne sais pas pourquoi vous éprouvez le besoin de citer Marine Le Pen à propos de quelque chose qu'a fait avant le général de Gaulle. Bon, honnêtement, dans les institutions... Oui, ben enfin, on va institutions... pas remonter au général de Gaulle. Moi, je vous parle de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous partez? Les institutions de la Ve République sont extrêmement centralisées sur le monarque présidentiel. Aussi longtemps que l'Assemblée constituante que j'aurais convoquée n'aura pas fait la nouvelle constitution pour la Sixième République, c'est la Cinquième qui s'applique. Il me semble que, devant une déconvenue pareille, si je revenais avec un accord dont je dirais aux Français, écoutez, ça vaut la peine de le voter, ça vaut la peine de tenter ça, et qu'ils me disent non, c'est non. Donc vous moi, partez. je suis un démocrate. Non, mais oui, moi je m'en vais, à la différence des autres qui restent tout le temps. Donc ça, oui, non, pareil, ça y reste. En même temps, on peut se poser la En question. même temps, attendez, pardon, monsieur Mac. je vous en prie. Je compte convaincre. Si je signe, je ne suis pas n'importe qui, moi. J'ai un caractère que vous connaissez. Si je signe, c'est que je suis convaincu. Et donc que j'aurais fait le travail pour ça. Et je dispose d'importants moyens. C'est pour ça que je suis... Vous me dites, je ne mets pas d'eau dans mon vin. Je pratique avec sens des responsabilités. C'est-à-dire, je veux qu'avant d'arriver, grâce à vous, qui aurez fait de moi le portrait que vous savez, ils se disent, oh là, celui-là, il va falloir faire attention. Il va pas falloir parler trop fort. Parce que il est un peu nerveux. Et Ah, du vous avez coup, changé, vous avez il changé. y aura une ambiance de travail. Ah, ça c'est la personne du plus Ouais, là-dessus, il On faut change dire... de sujet. Oui, il faut d'ailleurs le reconnaître. D'ailleurs, ça voulait être ma première question, mais je vais y venir. Dans le JDD de la semaine dernière, vous avez déclaré « Je deviens une figure rassurante, je suis moins impétueux ». Et c'est vrai, franchement, que vous vous êtes calmé. C'est chouette que Qu'est-ce qui l'exomile, s'est- hein. Non, mais qu'est-ce qui Mais on s'est passé? croirait qu'on passe notre vie au camping ensemble. Comment vous le savez si je suis... Mais non, Comment vous le savez? mais vous êtes calmé. Vous êtes, Il y a un moins- petit bouquin vous êtes qui moins... sort chez Grasset, qui est le vrai Jean-Luc Vous- Mélenchon. vous On dit êtes- que vous êtes un peu nerveux. Hein. Mais vous-même vous le dites dans le JDD, c'est le titre, je deviens une figure rassurante, je suis moins impétueux. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous avez pu faire peur? C'est possible, oui. Et puis, il y avait aussi une stratégie à ce moment-là, qui était la stratégie dite de la conflictualité, quelque chose que je n'ai pas inventé, hein, et qui consistait à être frontal sur tous les sujets. Et puis, à partir de là, il s'est construit quelque chose autour de cette ligne. Des milliers de gens, pardon de dire des millions, puisque nous avons été 4 millions en 2012, se sont reconnus et ne l'ont pas fait autour d'un homme. Ils l'ont fait autour d'un ensemble d'idées, avec malice, des fois en m'utilisant. Bon. Et il s'est construit de cette manière une sorte de parti sans mur, un mouvement, que je retrouve à cette étape. Mais après, je comprends votre question et je vais vous répondre. D'abord, le temps passe sur tout le monde. Et c'est une chose importante dans la vie d'une personne, sans se regarder vivre. Parce que ça, c'est malsain. De sentir le bonheur qu'il y a
à être progressivement quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai jamais regretté le temps passé. Et deuxièmement, un événement, oui, a bouleversé ma manière de regarder les choses et surtout mes plus jeunes camarades. Parce que je suis entouré de beaucoup de gens jeunes. C'est la mort de François Delapierre, qui était, on appelle ça mon bras droit. En fait, en réalité, c'était mon alter ego. Et nous avions ensemble une sorte d'échange permanent, idéologique, tactique, stratégique. Et son absence, soudain, a pesé en moi comme celle d'un être cher, mais il avait sa vie, j'avais la mienne. Mais intellectuellement, soudain, je me suis retrouvé tout seul. Et je ne le dis pas par mépris du tout de tous ceux qui sont avec moi, et donc au contraire, la présence, et c'est mon dernier mot, contribue aussi à m'apaiser. La jeune génération, mon directeur de campagne, il a à peine 31 ans. C'est un docteur en mathématiques, je ne sais pas ce qu'il cherche, je n'ai rien compris. Alors, vous voyez la feuille, on ne comprend rien. Les autres, pareil, ce sont de jeunes esprits extrêmement brillants. Vous avez une bonne directrice de la communication quand même. D'ailleurs, c'est une Également. grande star en ce moment, on la voit partout dans la presse, Sophia Chikirou. Elle a un grand mérite La femme et- quand même qui a changé Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. Ses mérites sont très grands, mais bon, c'est un Elle a peu... canalisé vos colères un peu elle Non, vous a elle dit devrait des fois Jean-Luc. plutôt allumer, oui. Parce que bon, les communicants, ça reste des communicants. Non, mais nous avons inventé ensemble un concept dont vous découvrirez après la campagne toute l'intensité. Le concept de révolution. Non, ça, alors là, il a été galvaudé. Hein, vous avez vu, même M. Macron. Enfin, en tout cas, eux, ils ont des concepts descendants. C'est-à-dire, lui, il invente une révolution, personne n'y croit. L'autre, elle dit je suis la France apaisée. Tu la vois, tu te dis mais ça va pas, elle est complètement enragée. Bon, et ça marche pas. Tandis que. on C'est est à en moi de vous étude, couper la on est en parole. étude. Tandis que quand moi je dis la force du peuple, bah, c'est quand même le style, et la force, c'est le peuple. Bon. Donc, les gens qui travaillent avec moi ont tous ensemble, mais pour des raisons de théorie, construit une manière de voir la façon de faire de la communication. Nous avons inventé la communication montante. À l'heure à laquelle nous parlons, en plus des 360 000 personnes qui appuient ma candidature, j'aime mieux on dit que je suis seul, moi ça me fait marrer, cette histoire depuis le début, mais il y a des groupes, je ne sais pas qui c'est. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Discord Insoumis. Ils sont 3000. Ils changent la liste tous les 3 jours. Et ils militent tout seuls, ils ne reçoivent pas la moindre consigne. Là, par exemple, ils créent un jeu qui s'appelle Fiscal Combat. Ils sont présents partout. Donc, vous voyez, ça, qu'est-ce que ça montre? Ça veut dire que c'est l'action, c'est le mouvement, c'est l'idée qui crée le réseau, pas l'inverse. Donc, les autres, ils sont là à dépenser des millions pour se payer des communautés managers, je ne sais pas quoi, des pauvres malheureux qui essayent d'injecter comme du ciment dans la tête des gens et qui n'arrivent naturellement à rien parce que le mouvement, il part d'en bas et il est capable de se centraliser. C'est ça la nouveauté qui fait que j'espère que, une fois élus, tout ça va continuer parce que je ne peux rien changer sans eux. Revenons sur la politique nationale et sur la vie quotidienne des Français et leurs salaires. Les salaires des Français, les salaires moyens, les salaires Oui. de ceux qui gagnent le moins, s'amélioreront quand et de combien? Si vous êtes président. D'abord, ils vont s'améliorer. On va parler salaire et pouvoir d'achat très rapidement. D'abord, on réévalue le SMIC. Alors, le SMIC, il faut se rendre compte que c'est d'abord la paye des femmes. Parce que 80% des personnes payées au SMIC sont des femmes. Et toutes n'ont pas, une bonne partie d'entre elles n'ont pas un salaire complet. C'est-à-dire à la fin du mois, elles n'ont pas le SMIC tel qu'on l'entend mensuellement. C'est donc un SMIC horaire. Il faut le réévaluer parce que les gens n'y arrivent pas. Et à partir du moment où on le réévalue, on sait qu'il va y avoir un effet, on le connaît, qui va de case en case, tous les salaires remontent d'un cran. Ça, c'est le premier effet. Deuxièmement, je suis pour verrouiller ce système fou où les uns ont rien, les autres ont tout. Donc j'ai proposé une échelle de salaire qui ne puisse jamais aller plus loin que de 1 à 20. Bon, alors on me dit 1 à 20, c'est beaucoup. Ben, d'accord, mais enfin, c'est la revendication de la Confédération européenne des syndicats. Si j'appliquais à toutes les entreprises, ce qui est aujourd'hui le régime des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ça serait de 1 à 7. Et honnêtement, ça va de 1 à 7. J'ai pris 1 à 20 pour me situer dans un cadre de combat, en quelque sorte, européen, pour que l'idée puisse être prise dans d'autres pays. Donc, premier effet augmenté, deuxième effet verrouillé, remettre du carnet Imposer à toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises? Oui. Alors, j'ai pensé à 2 choses, parce que pour les petites, c'est difficile d'augmenter le SMIC. Donc, la manière de faire serait la suivante. On va baisser l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, l'impôt est le même pour tout le monde, c'est 33 et des choses. J'ai entendu M. Gattaz dire que c'était confiscatoire. Le gars, il n'est pas au courant de ce que c'est qu'une confiscation, hein, parce que j'ai connu une époque où c'était du 50%, d'accord? Bon.
Donc, on en est à 33. Les très grandes entreprises ne payent pas à 33. Elles trichent, elles fraudent, elles vont au Luxembourg. Enfin, c'est le genre McDo, là. Qui ne payent pas un rond en France, qui s'arrangent pour mettre tous ces restaurants en déficit. Et les pauvres gens qui y travaillent, ils les traitent d'une manière affreuse. Bon, alors... Bah, comment vous faites? Prenons cet exemple concret. Oui. Contre McDo, comment vous faites? Ah, ceux-là, mais jusqu'en enfer, je les pourchasse. Parce que... Bon, voilà. Non, mais c'est deux principes très simples à appliquer. Premièrement, les entreprises doivent déclarer leurs bénéfices dans les pays où elles les réalisent. S'il y a doute, et il y a doute, puisque le ministère des Finances fait une enquête, il y a doute, c'est-à-dire que McDo organise, semble-t-il, volontairement la mise en déficit de chacun de ses magasins en leur faisant payer une quittance pour la marque et un loyer. Bon. Donc, cela, on peut dire, vous déclarez dans chaque pays les bénéfices que vous avez faits et vous payez comme tout le monde, voilà. Vous êtes là, vous faites vos... Surtout, nous, les Français, on a quelque chose à dire, parce que c'est leur deuxième chiffre d'affaires en Europe, la France. Bon, alors quand même, ils pourront au moins cotiser et faire leurs devoirs. Ça, c'est un premier aspect. Pour les personnes, c'est pareil. Vous savez, j'avais proposé qu'on reprenne un truc qu'ont inventé les Américains. Donc, pour une fois, c'est moi qui propose quelque chose d'américain. C'est l'impôt universel. Basé sur la nationalité? Oui. C'est-à-dire que vous êtes français, vous êtes quelque part, vous déclarez au pays où vous êtes, parce que quand même, il faut payer vos impôts là où vous êtes. Vous dites, voilà, je paye tant. Et puis après, vous envoyez au fisc votre déclaration et vous dites, ben voilà, j'ai gagné tant et j'ai payé tant. Alors le fisc dit, bah, haha, si vous aviez été en France, vous me devriez encore tant. Ou bien, ah, ben, si vous étiez en France, ben, vous ne payerez plus rien, très bien. Comme député européen, je suis astreint à ce régime. Et les Nord-Américains courent tout le monde dans le monde, ils demandent dans les banques les soupçons d'américanitude pour être bien sûr de retrouver les leurs. Mais donc moi j'en fais autant. Monsieur Mélenchon, parce que par exemple, on va vivre au Brésil. Je paye mes impôts comme un Français alors que je suis au Brésil. Mais quand je suis en France, dans mes impôts, il y a le fait aussi que je paye le RSA, je paye aussi la sécurité sociale, je paye des choses qui vont d'une certaine manière par la voie publique me rapporter. Si je suis au Brésil et que je dois repayer pour ma santé, c'est inique de faire un impôt pour un Français qui ne bénéficie pas par le pays d'où il réside depuis des mêmes largesses, j'allais dire, que celui de la société française. Si. Et toutes les fiscalités ne sont pas harmoniques. Oui, on paye dans le pays où on est. Puis après, on contribue pour qu'il reste quelque chose qui s'appelle la France. Parce que peut-être qu'un jour, tu vas y revenir. Peut-être qu'un jour, tes enfants n'auront pas envie de rester au Brésil, mais voudront rentrer en France. Ou toi-même, c'est pas vous que je tutoie, mais à la personne qui me le dirait, parce que j'ai déjà eu cette objection. Mais un jour, tes enfants vont rentrer au pays. Et puis peut-être que toi, tu es parti là-bas, tu es tout jeune. Tu craches feu et flamme, et puis un jour, ben voilà, t'es en couple, tu vas avoir des enfants, tu voudrais bien quand même qu'ils aillent à l'école gratuite, parce que dans le pays où t'es, elle n'est pas gratuite. Si je suis jeune et que j'ai pas beaucoup d'argent, que je vais m'installer au Brésil, je dois donc payer des impôts en France pour ma santé, et au Brésil, comme le système de santé est très défaillant, je suis obligé de repayer pour avoir accès à des mutuelles au Brésil, et donc c'est injuste. Non, c'est pas injuste, on est français, quoi. Ça peut pas être, c'est pas un restaurant, c'est pas un libre-service. C'est pas un libre-service. Nous sommes français, donc nous partageons l'intérêt de la patrie. Une loi contre les la France abus. doit être défendue. Bon, voilà, c'est pas le Brésil qui va le faire. Donc ça vous coûte des sous. Il doit y avoir une école en France. Vous n'avez pas envie que l'école soit ruinée. Ça coûte des sous. Donc tout le monde s'y met. Voilà. Et puis si vous payez déjà là-bas beaucoup, vous ne paierez pas en France. Parce que le fisc verra la différence. Mais oui, on paye tous. On paye tous. C'est notre pays, c'est notre bien commun. Donc on cotise tous. Je pose une question et je vous redonne la parole. Vanessa, Yann. Pour être au deuxième tour, vous le savez aussi bien que moi, maintenant il faut encore gagner des électeurs et vous comptez sur ces 2 semaines qui restent avant le premier tour pour les gagner, ces électeurs. Vous pensez les gagner où? Dans l'électorat de Benoît Hamon, dans celui de Marine Le Pen? Vous pensez que vous pouvez encore récupérer des gens du Front National? Des électeurs, je parle. J'espère bien que des électeurs vont changer d'avis. Parce que, surtout dans le milieu populaire, les gens vont bien finir par se rendre compte que cette femme leur ment. Qu'elle a décidé... alors, suivant les endroits, elle dit des choses différentes. Mais nous, on la suit à la trace, donc on sait qu'elle raconte pas la même chose partout. Elle s'en va à Lille, elle dit oui, 35 heures, non, 39, enfin, on comprend plus rien. Après, elle va au MEDEF, elle dit, attendez, nous, on a toujours été compté 35 heures, et ça sera 39 payé 39. Très bien. 39 payé 39, où est le problème? C'est qu'elle a fait sauter 4 heures sup. Et 4 heures sup multipliées par 4 dans un mois, ça commence à faire beaucoup, Voilà. Non, donc elle ne leur paiera pas les heures supplémentaires. Ils les auront perdues. Je prends un exemple et j'en ai 10 pour poursuivre sur la question de Laurent, il y a des souverainistes de droite. Et d'ailleurs en Grèce, c'est ce qui a été fait. Vous pourriez très bien, au nom de certaines idées que vous avez sur l'Europe, avec M. Dupont-Aignan, faire une sorte d'alliance pour que les souverainistes... non mais, je vous dis ça... Non mais,
je vous mets dans la situation... Déjà, quoi, Non, mais- la dernière fois c'était Hamon, maintenant vous voulez, Non, mais- vous voulez le foutre avec Non, mais c'est pas Dupont-Aignan. ça, c'est que... Non, mais je le Oui, oui, compare, j'entends, un peu à Mitterrand en 81. Le coup de génie de Mitterrand en 81, c'est qu'il a réussi, grâce à ce qu'il a fait entre 71 à 81, à finalement pouvoir réunir des forces qui, à la base, étaient antagonistes. Manifestement, c'est pas Benoît Hamon qui est Mitterrand, c'est vous, là, cette année. Donc vous avez la possibilité soit de faire en sorte que M. Hamon devienne Georges Marchais, et donc de lui faire à l'envers comme a fait François Mitterrand, soit de marchéiser, si j'ose dire, M. Dupont-Aignan. Mais il y a des voix qui, naturellement, vous reviennent, et avec un petit peu de tactique politique, vous pourriez les récolter et faire un très joli score. Qui fait Chirac dans l'histoire? Chirac, en 81, son score était tout à fait, certes honorable, mais mineur. Écoutez, je vais pas faire de la tactique parce que c'est l'erreur terrible que je... Comprenez la question. Non, non, mais je réponds à votre question. Je défends, j'ai fait, on va dire un pari, on va mettre des guillemets. J'ai fait le pari que je ne m'adressais pas à des électorats préétablis, mais je m'adressais à tout le monde. À certains moments, j'ai fait des petites prises de risque. J'ai dit, écoutez, moi je suis un homme de gauche, mais je ne vous demande pas d'être d'accord avec la gauche, je vous demande d'être d'accord avec ce que je raconte. Si vous voulez, quand on veut forcer le destin, et qu'on veut, qu'on est habité par, admettez, hein, il faut l'être un peu, la modestie. beaucoup, habité par la modestie, si vous voulez, laissez-vous habiter par la modestie, mais moi j'ai besoin de prendre des forces pour me lever le matin et me dire je vais sauver le monde avec mes mains. Bon. Si vous n'y croyez pas Mais vous-même, alors... si on n'y croit pas, on ne fait pas ça. Bon, on ne croit pas à la France, bon, on va faire autre chose. Bon, des choses honorables, hein, je ne dis pas que tout le monde doit être dans cet état d'esprit. Et je me suis dit, c'est comme ça que je vais avancer. Et encore à cette heure, je ne me dis pas, je vais prendre à celui-ci, par exemple. C'est pour ça aussi que je ne polémiquerai pas avec Benoît Hamon. Ce n'est pas que les mots me manqueraient, mais c'est parce que j'espère que le moment venu... Mais la politique, c'est ça les gens, aussi. mais non, la politique, ça c'est la politicaille. La politique, c'est convaincre des gens, convaincre des masses de gens qu'une chose est juste et que ça vaut la peine. Ce que vous voulez de dire, la c'est faire. que ce ne sont pas les leaders avec qui vous allez vous entendre, mais ce sont les électeurs Les qui leaders, vont naturellement mais se les rassembler. leaders, il y a deux questions. Hein. Je ne vais pas perdre de vue celle de M. Moix parce qu'elle a un grand contenu. Mais les leaders, certains évidemment, qui vont faire mouvement. Imaginez-vous que je gouverne le pays. Vous croyez que je vais laisser de côté quelqu'un comme Montebourg? Vous croyez pas qu'il peut m'aider, celui-là? Il avait déjà les dossiers avant, il sait ce que c'est, que le besoin de nationaliser certaines entreprises. Donc je vais avoir besoin de lui. Mais c'est moi qui irai le voir. Dupont-Aignan peut vous aider sur le l'Europe. Dupont-Aignan peut vous aider sur Alors, l'Europe. c'est là qu'il y a une différence, monsieur Moix, et c'est maintenant que je vais vous répondre. Il y a une différence dans le contenu qu'on C'est ça met parce que aux choses. Chevènement avait proposé un rapprochement à un moment donné, Mélenchon-Dupont-Aignan. Oui, oui, mais c'est Chevènement, ce n'est pas moi. Chevènement, il avait aussi proposé à un moment donné de s'accorder avec M. De Villiers. J'ai toujours trouvé ça épouvantable. M. Dupont-Aignan, assez logique, que je respecte, il n'appartient pas au camp progressiste. Pardon de vous dire que pour moi, tout est au service d'une idée, celle de l'émancipation humaine, du progrès social. Bon, c'est pas les mêmes raisonnements que tient M. Dupont-Aignan. Les souverainistes sont extrêmement tribaux, en quelque sorte. Pas moi. Moi, comme ma Syriza vision de fait la ça en France, Grèce. c'est une France universaliste, c'est une France qui n'est pas enfermée dans une vision d'elle-même étriquée. Et ça ne m'empêche pas, je le dis à M. Dupont-Aignan, vous voyez, vous m'avez entendu ce soir parler de Gaulle, ce qui est quand même pas banal, dans ma bouche. Mais Syriza l'a fait en Grèce, hein, c'était ça ma question aussi. hein. Mais Syriza, il l'a fait parce que ça devait correspondre à quelque chose pour lui. Mais il s'est beaucoup trompé. Beaucoup trompé. Il ne fallait pas signer. Je l'ai dit et répété. Il avait des moyens de pression, même quand on est un petit pays. Il n'y a pas de petit pays. Ah, vous parlez Mais de Tsipras en Grèce. je parle de Tsipras en Grèce. Il se laisse enfermer pendant 18 heures avec 17 personnes qui n'avaient qu'une idée de lui faire les poches. Et le docteur Schauble lui a parlé sur un ton inacceptable. Moi, à sa place, je vous dis ce que j'aurais fait. J'aurais pris ma tête, genre Gattaz, vous voyez, effondrée, avec la sébile à la main. J'aurais dit, écoutez, j'adorerais payer, mais je ne peux pas. Alors déclarez-moi en banqueroute, au revoir, je m'en vais. Les deux autres qui étaient là, j'aime mieux vous dire qu'ils auraient couru dans le couloir pour le rattraper. Pourquoi? Parce que le mécanisme européen de stabilité financière, si c'est la banqueroute en Grèce, 40 milliards pour les Français, 60 milliards pour les Allemands. Il avait donc des arguments pour faire valoir une position de bon sens, qui était de dire, nous ne pouvons pas payer. La preuve, c'est qu'ils se sont encore saignés et qu'ils n'ont toujours pas payé, ils en sont encore au mémorandum. Voilà ce que je veux vous dire. Si les dettes en Europe ne sont pas reprises par la Banque centrale, qui aujourd'hui, par exemple pour le cas de la Grèce, elle en a racheté 80%. Hein, à qui? Pas à la Grèce, aux banques privées. Si la Banque centrale européenne, au lieu d'arroser les banques privées en espérant qu'elles remettent en route l'économie européenne, rachetait les dettes des États, les inscrit à son bilan en tant que dette perpétuelle, tous les États en sont libérés. Pour autant, le papier ne perd pas sa valeur. Et à ce moment-là, la dette est annulée. Monsieur Moix, madame. Mais l'Allemagne écoutez-moi. ne veut pas la mutualisation Écoutez-moi de la bien. dette. Si nous ne le faisons pas,
demandez à des gens, vous êtes vous-même, vous suivez ces questions-là, la manière d'épurer une dette que personne ne peut payer, il n'y en a pas 50. L'inflation, la guerre ou rembourser. Rembourser, on n'y arrive pas, il reste la guerre et l'inflation. Eh bien moi, je préfère l'inflation et qu'on soit tous vivants. Parce qu'à 4 ou 5 points d'inflation, nous nous tirons d'affaire et on en finit. Vous ne pouvez pas dire à un jeune homme, une jeune femme, qui a 20 ans ou qui en a 30, lui dire, écoutez, le projet pour les 20 prochaines années, c'est de payer la dette et de voir tous les 5 ans rappliquer les faces de pierre qui viennent dire, on va retirer 120 milliards, on va retirer 50 milliards, on va supprimer 500 000 fonctionnaires, vous vivez au-dessus de vos moyens, alors que c'est eux qui vivent au-dessus de nos moyens, à nous cela. Bon, vous le savez comme moi. Donc, vous ne pouvez pas... Ce n'est pas une affaire... Comment vous dire ? Ce n'est pas une affaire, madame, simplement parce que je suis un homme qui vient de la gauche et qui a une façon de voir le collectif d'une manière très forte, l'intérêt général. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette politique n'est pas tenable. Si nous continuons comme ça, nos nations vont se disloquer et dans cette dislocation, il y aura la guerre. Manan veut intervenir. Oui, tout à l'heure, vous parliez de dissuasion nucléaire. Moi, je suis né... Bon, quand on dit nucléaire, il y a l'uranium. Moi, je suis né au Niger. Et le Niger, c'est l'uranium, c'est Areva. Et est-ce que, quand vous arriverez au pouvoir, vous laisserez les Nigériens décider du prix de l'uranium? Parce que c'est ce qui arrive. Ça va de soi. Voilà. Nous, on vit au-dessus de l'uranium et on le voit partir, mais on ne le voit pas revenir. Non seulement l'uranium est pris au prix qu'on peut discuter, mais il provoque des appétits de toutes sortes. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, les guerres, il n'y a qu'à suivre les pipelines et les gazoducs pour savoir où elles ont lieu, et là où il y a de l'uranium. Donc, ma position, c'est qu'on va sortir du nucléaire déjà en France. Parce que nous, les Français, nous sommes les malins, mais nous ne sommes pas indépendants. Pour pouvoir faire fonctionner nos centrales, il faut qu'on aille chercher l'uranium chez vous, et on le fait dans des conditions qui sont souvent assez largement discutables. Oui, on d'accord ? le bras. Donc sortir du nucléaire, c'est aussi garantir notre indépendance, je vous parle franchement, et aussi fiche la paix aux habitants des endroits qui ont, pour leur malheur, cette richesse sous les pieds, qui n'en est pas vraiment une. Donc, on voit qu'en sortant du nucléaire, en sortant des énergies carbonées, toute chose que nous pouvons faire en passant au 100% renouvelable, nous nous rendons indépendants et nous libérons des peuples et nous améliorons nos comptes. Parce que même s'il n'est pas cher, il n'est pas gratuit l'uranium. Et le pétrole et le gaz non plus. C'est la moitié de la facture du commerce extérieur de la France, c'est du pétrole et du gaz, plus de l'uranium, la moitié. Hein. Donc voilà comment on y trouvera notre compte. Évidemment, après, le reste, mais puisque je vous tiens, j'en profite pour dire quelque chose. Moi, je crois à la francophonie politique, vous voyez ? C'est-à-dire pas seulement les échanges actuels qui sont un peu officiels, je crois qu'on peut faire des choses. Et il va se passer une chose extraordinaire, c'est que la langue française, j'aimerais mieux si vous pouvez l'appeler autrement, ça m'arrangerait, la langue commune, je ne sais pas, va être le 3e groupe de locuteurs dans le monde. Grâce à l'Afrique. Oui. Alors, l'Afrique va donc, comme c'est elle qui utilise le plus la langue, elle va la féconder de son imaginaire, de ses récits, de ses musiques. Et nous sommes à la veille d'un grand changement, puisque cette langue que les Français croient ne appartenir qu'à eux est la langue, en fait, de plusieurs centaines de millions de gens, bientôt d'1 milliard de personnes qui vont la parler. Et je crois que ça crée des bases. Par exemple, on pourrait imaginer que l'Académie française cesse d'être française et devienne une académie francophone. Et donc, l'ensemble des pays qui ont en usage commun la langue, il y aurait leurs auteurs, leurs plus beaux esprits, leurs poètes, peut-être leurs chanteurs, pourquoi pas, puisqu'après tout, ils ont même des prix Nobel maintenant. Par conséquent, c'est de la littérature. Il y a eu des Africains et des Russes à l'Académie française, hein, quand même. Hein. Pardon ? C'est très ouvert. Oui, bien sûr. Et nous nous comportons pas toujours très bien. Sangor, qui était à l'Académie française et qui est un très grand esprit. André Makin, qui est russe, est rentré l'année dernière. Voilà. Donc, moi, j'aime ça. Je trouve que c'est bien comme ça. Et qu'on devrait l'élargir encore. Ensuite, on pourrait avoir un système pour nos étudiants qui ont en usage la langue française de nos différents pays. On pourrait faire, on appelle ça un Erasmus, un système de bourse qui nous permette d'échanger. Moi, je sais que si j'ai à diriger ce pays, eh bien, pour l'enseignement professionnel, par exemple, bon, tous les ans, il se trouve qu'il nous reste des places. Vous voyez ? Il nous reste des places au lycée ceci, au lycée cela, etc. Eh bien, moi, je serais pour les proposer à des jeunes gens qui viendraient des pays francophones pour qu'ils viennent ici apprendre leur métier. Et puis, je dirais aux gouvernants de ces pays, bah, écoutez, on vous en prend tant, vous nous en prenez combien ? Pour que nous aussi, nos jeunes gens puissent aller étudier et commencer à faire humanité avec ceux qui parlent la même langue qu'eux. Donc, je suis très optimiste pour l'avenir, parce que nous allons être la première nation en population d'Europe, et que nous, les Français, et en plus, nous sommes à l'intérieur d'un monde francophone, et il faut, pour que le monde francophone vive, qu'on laisse les pays émergents parlant la langue française
diriger le mouvement, l'entraîner, parce que c'est eux qui vont renouveler notre imaginaire. Vanessa Burgraff. Une question quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du logement, le logement des jeunes et des précaires. Aujourd'hui, il y a un jeune avec un emploi, un jeune sur deux avec un emploi qui vit chez ses parents. Qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes qui n'arrivent pas aujourd'hui à se loger parce qu'on leur demande une caution bancaire, parce qu'on leur demande d'avoir un CDI. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vous réponds. D'abord, on va commencer par dire une chose pour qu'au moins elle soit dite. Hein, il y a 2000 personnes qui meurent dans la rue tous les ans. Et elles ne meurent pas parce qu'elles sont dans la rue, elles meurent parce qu'elles sont dans la rue, abandonnées de tous. Donc déjà, on a un premier problème, ça, on ne peut plus l'accepter. Alors, ce n'est pas seulement le logement d'urgence, ni le fait que le 115, une fois sur deux, ne répond pas, qu'il faut qu'on mette au point. C'est assurer des parcours pérennes. Maintenant, pour les jeunes gens, il n'y a rien de plus facile à régler. Il faut construire des logements, voilà. C'est aussi bête comme ça. Alors vous dites, combien il y en a besoin? Combien on construit de logements? Et quand on emprunte, par une caisse ou par une autre, pour construire du logement, vous savez que derrière, il y a un bien matériel, qui est le logement lui-même. Si bien que l'emprunt s'amortit par la force des choses. Donc, c'est seulement la décision politique. Mais je vais vous dire, qui elle dérange, la solution politique? C'est la volonté politique. Ça dérange tous ceux pour qui l'explosion des prix de l'immobilier est une rente extraordinaire. J'en sais quelque chose, je suis parisien. J'ai d'abord acheté un petit appartement au bon moment. En le revendant sans avoir rien fait, la rue n'a pas changé. Hein. Moi, j'ai rien fait, j'ai changé l'intérieur. J'ai gagné dessus. Et puis le suivant, et puis le suivant. C'est une source d'enrichissement sans cause. Et à la fin, j'ai un appartement, il vaut cher, ça me fait une belle jambe, parce que de toute façon, ça ne change rien au fait que je l'habite. D'accord? Mais en attendant, c'est comme un placement pour plein de gens. C'est un placement. Ça, c'est pas acceptable. Donc, nous construirons, on m'a dit, il faut 200 000 logements par an. Je ne suis pas en état, moi, à Mélenchon, de faire l'évaluation. On m'a dit 200 000, ben c'est 200 000. Et venez pas me dire que c'est pas possible. Il n'y a rien de plus simple à faire que de construire du logement. Et le logement des jeunes, notamment le logement des étudiants, a aussi été une base spéculative. Il y a des gens à qui on a dit, normal, placez vos économies, mettez-les là-dedans, ça va vous rapporter du temps. Bon, voilà. Les fameuses chambres de bonne qu'on loue. Bon, alors ça c'est inacceptable. Et vous avez raison de poser cette question, parce que quand même il y a un droit de base qui est le logement. Je finis là-dessus. Cette année-là, la trêve est terminée, on appelle la trêve, parce qu'en effet c'est la guerre contre les pauvres. Alors donc... D'ailleurs je signale et je montre le dessin que vous avez choisi cette semaine, comme ça ce sera fait. Fin de la trêve hivernale et on voit François Hollande qui dit à son chien, son labrador, mais on nous laisse encore un mois pour quitter les lieux. Voilà, c'est le... Il y a plein de gens. Le dessin que vous avez choisi cette semaine. Il y a plein de gens. Et Alex pour le courrier du quart. Il y a plein de gens à cette heure-ci qui sont morts de peur de se faire expulser. L'année dernière, 130 000 décisions d'expulsion, 14 000 de fait. Là, les gens sont morts de peur. Toutes sortes de gens. C'est injuste, parce que si on dit, bah, écoutez, on comprend, ils n'ont pas payé. Ok, on ne va pas dire personne ne paye. Mais quand même, on sait bien qu'on est dans une situation extraordinaire. C'est une situation d'urgence. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Et des fois, on les met dehors, et après, ben, ils sont dehors. Alors, il y a d'autres règles qui s'appliquent. Vous êtes dehors, vous avez des enfants, bon, allez, qu'est-ce que vous faites on vous met vis-à-vis à l'hôtel. Ça coûte plus cher que de les qu'est-ce que vous laisser là faites où ils vis-à-vis étaient. des propriétaires? Alors, c'est-à-dire que si on les expulse pas, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis qui paye le loyer aux propriétaires? Je comprends. Attendez, d'abord, le propriétaire, ça dépend qui c'est. Hein. Mais je réponds à votre question. C'est pas forcément Il faut un donc- salaud, hein, le propriétaire. Non, mais bien sûr que non. C'est un de vos Non, électeurs. parce qu'on a Mais peur. c'est pas qu'il soit un électeur ou pas. Non, mais je veux dire, ça pas. peut être quelqu'un qui est aussi trimé, qui Sûr, a réussi qui à... a investi dans Bah ce oui. truc, qui en attend. Qui On paye? est d'accord. Mais attendez, laissez-moi vous dire, c'est très simple aussi à régler. La ville de Paris le pratique. Quand vous êtes à Paris, si vous voulez louer quelque chose que vous avez, vous allez à la ville de Paris, il y a un contrat, pouf, et vous garantit que vos loyers seront payés pendant 2 ans si le locataire ne le paye pas. Alors évidemment, quand le locataire ne paye pas, on ne le laisse pas payer et puis personne ne va le voir. Non, on dit, ah bah là, il y a un problème, il ne paye plus. Alors on va le voir, on met en route l'assurance, le propriétaire a donc son loyer, et puis on va discuter avec la personne. Faut dire, Mais qu'est-ce qui paye se passe l'assurance? Pardonnez-moi, qui paye l'assurance? C'est le propriétaire ou c'est la mairie? C'est tout le monde. Mais donc c'est-à-dire Mais quoi, tout le monde? C'est le propriétaire Tous ou ceux c'est la qui sont mairie? propriétaires payent l'assurance, Mais alors tous ça veut ceux dire, qui sont ça veut dire, locataires payent ça veut dire, l'assurance. j'imagine Ça, que, c'est une j'imagine que mutuelle. les assurances vont augmenter alors pour les propriétaires. Parce que les assurances vont pas garder les mêmes tarifs. Écoutez, je sais pas, je suis pas candidat Bah à être ouais, mais président bon, d'une mais c'est- compagnie d'assurance. Mais oui, je suis désolé, la mais je suis prochaine désolée, fois, mais Jean-Luc Mélenchon, ça pose un vrai problème parce que évidemment c'est simple Oui, oui, la formule mais bon, que allez, vous proposez. d'accord. Mais ça veut J'ai dire compris, que ok. ah oui. Eh ben oui, mais pour tout, quand vous avez une cotisation, ça vous coûte, mais après ça vous rapporte, parce que c'est vous le propriétaire. Si quand la personne ne paye plus, vous touchez votre loyer, vous êtes contente ou pas, madame? Si votre gosse va à l'école et qu'il y a un instituteur, vous êtes content ou pas? Ben, ça vous coûte. Ça s'appelle les impôts. Là, ça s'appelle la cotisation. Donc pour un coup, vous avez un service en face. C'est ça qui compte.
Sur France 2, le 11 mars, vous avez dit ceci. Oh là là. Les gens qui aujourd'hui sont en France et n'ont pas de papier, s'ils ont un contrat de travail et qu'ils sont au boulot, je leur donne des papiers. Oui. Les autres, je suis obligé de leur dire, écoutez, je ne sais pas quoi faire et surtout je dis, il faut arrêter de partir de votre pays d'origine. Vous dites cela aux Syriens, aux Somaliens, aux Soudanais, aux Érythréens? Non, ça dépend des cas. C'est d'une Parce que les gens qui très sont grande en- violence, enfin à mes yeux, cette C'est phrase. d'ailleurs là-dessus Oui. que Nathalie Arthaud dit c'est la différence entre M. Mélenchon et moi. Il sera notre invité un Oui, peu plus c'est tard dans la possible. Parce soirée. que peut-être qu'on ne s'est pas compris. Moi, je n'ai jamais été pour la liberté d'installation. Je ne vais pas commencer maintenant. Je dis que les gens ne partent pas par plaisir. Je ne cesse de le dire. Ils partent parce qu'ils y sont obligés. Eh bien, accueillons Il en EDF, meurt en a très grand nombre. fortiori. Pardon. Laissez-moi terminer. Donc déjà, c'est ça la part de ma réponse, qui est de dire, moi je ferai tout pour que vous ne soyez pas obligés de partir de chez vous. J'ai déjà expliqué comment. Les guerres, les contrats commerciaux, iniques, etc. Deuxième temps, quand les gens sont là, aujourd'hui vous avez des gens qui travaillent. Ils ont un contrat de travail, ils sont exploités, hein, et ils n'ont pas de papier. Alors je m'engage, je donnerai des papiers à tous les travailleurs qui ont un contrat de travail et qui n'ont pas de papier. De la même manière, je dis, les travailleurs détachés, ils rentrent chez eux. Parce que ce système-là ne s'appliquera plus en France, parce que c'est un système qui va détruire la sécurité sociale et qui oblige tous les entrepreneurs à aller chercher de la main-d'œuvre de travailleurs détachés pour la raison qu'elle coûte moins cher. Même celui qui veut être correct ne peut pas l'être. Vous voyez, donc j'essaye d'avoir une attitude qui est une attitude de raison. Quant aux autres, ceux qui ne sont ni travailleurs détachés, ni travailleurs avec un contrat, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais quand même pas aller dire, bah écoutez, eh ben c'est pas grave. Si c'est un problème pour le pays. Par conséquent, je suis obligé de travailler avec discernement. Les gens qui sont des réfugiés, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Vu que c'est la guerre, on a tout cassé et que nous-mêmes, on y a des responsabilités. Je vais quand même pas leur dire rentrez chez vous. Ça n'a pas de sens. Ou bien, comme a dit Madame Le Pen, une fois que vous êtes sortis des eaux internationales, tchouf, je vous repousse dedans et noyez-vous. On ne peut pas faire ça, tout le monde le sait. Donc on est obligé, mais parce qu'on est des êtres humains, de traiter les gens qui sont dans cette situation comme on voudrait que nos gosses soient traités quand ils vont chez les autres. Parce que, je ne cesse de le dire, il y a 500 000 jeunes Grecs au fichu camp de Grèce et qui sont partis. Il y en a 400 000 qui sont partis d'Espagne. De cela, on ne parle jamais. On ne parle que des gens qui viennent d'Afrique et du reste. Mais que ce que nous, les Européens, nous envoyons chez les autres, il n'en est jamais question. Ceux qui sont là et qui n'ont pas de papier, alors il y a la catégorie de ceux qui sont des réfugiés de la guerre. Il y a les gens qui sont des réfugiés climatiques. Et puis, vous avez les gens qui passaient par là. Voilà. Après, la loi s'applique. Est-ce qu'il faudra faire une tournée, en quelque sorte, de régularisation? Est-ce qu'il faudra le faire? Bah, c'est à vous de répondre. Mais je vous pose la question à tous. C'est vous le- Réfléchissez. C'est vous le candidat? Mais bien sûr, le Maroc l'a fait, l'Espagne l'a fait, tout le monde le fait. Et chez nous, parce qu'on a peur d'une femme, hein, qui est Madame Le Pen, comme on a peur d'elle et de l'influence qu'elle peut avoir sur les gens, aussitôt tout le monde se cache. Eh bien non, il faudra faire des régularisations. Parce qu'on ne sait pas faire autrement. Sinon, vous condamnez les gens à une chasse perpétuelle dans la rue et à la chasse aux faciès. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. On pourchasse les gens d'après leur couleur de peau, leur apparence. Et là-dessus, on se fonde sur l'idée qu'en attrapant un paquet, on finira par en trouver un qui n'avait pas à être là. Donc, voilà comment il faut travailler. Vanessa. Ça Je fait dis une plaisir de dernière vous chose. retrouver révolté. Mais le feu est toujours sous la cendre. Ouais, ça on a vu. Et non, mais je veux d'avance dire le mépris que m'inspirent ceux qui disent ce sera un appel d'air. Ils ne savent pas qu'exiler est une souffrance. Immigrer, c'est un exil forcé. S'en aller, c'est une souffrance. Il y a des milliers de parents à cette heure qui se demandent où sont passés leurs gosses. Parce qu'ils sont partis, ils sont noyés en Méditerranée ou ils sont perdus quelque part. Et cette immense souffrance nous fait un devoir. On commence par être des êtres humains et après on fait des comptes. Et je suis sûr qu'un pays qui a été capable d'absorber 130 000 boat people n'a aucune difficulté à faire ce qu'il faut pour remettre de l'ordre chez lui et cesser de diviser tout le monde et de pourchasser les gens selon la tête qu'ils ont. Les gens, allez. On termine en signalant. Je signale cet ouvrage où vous répondez aux questions de Cécile Amar, de la vertu. On n'a pas eu le temps de parler des affaires, de la corruption en politique, tout ce que vous ne voulez plus voir, c'est ce que vous expliquez évidemment dans ce livre. Vous revenez sur, C'est un peu de la philo, j'espère que ça a plu à Monsieur Voilà. Max qui s'intéresse vous revenez sur l'affaire Cahuzac, puisqu'on vous à interroge, la philosophie. on vous interroge là-dessus. Je m'attendais à ce que Monsieur Max m'en parle. Tant pis. On n'a pas- J'avais préparé plein de choses. on n'a Je pas- reviens la prochaine fois. entre les deux tours. Entre les deux tours, pourquoi pas. Cochon qui s'en dédie, monsieur Ruquier. Merci Monsieur Mélenchon.